Retour en vidéo sur l'intervention d'Emery Jacquia, président de la CAMIF. Il a pris la parole lors de notre récente convention et est intervenu sur un sujet essentiel, la performance plurielle crée de la valeur partagée en manageant par les processus. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour fêter votre anniversaire. Un joyeux anniversaire à vous, 20 ans c'est quand même quelque chose. Donc bravo parce que je crois qu'en 20 ans vous avez quand même réussi. Vous avez réussi à inscrire les processus au cœur de la culture d'entreprise. Au cœur de la culture d'entreprise au même titre que les valeurs, que la mission, que l'ambition, que finalement les rituels, le management. Les processus sont vraiment au cœur de l'entreprise aujourd'hui et vous n'y êtes pas pour rien. Alors bravo, on peut se réjouir de ça, on peut se réjouir de la manière dont les processus ont amplifié, amélioré l'efficience, la performance des entreprises, de l'expérience client, de l'expérience collaborateur, parce qu'elle est au cœur de tout, au fond. Et pour autant, c'est pas facile d'être joyeux en ce moment, objectivement. On n'est quand même pas dans un pays et dans un monde qui est vraiment à la fête. Alors, il y a 20 ans, au moment où l'association était créée, alors moi j'avais été marqué par la création de France Processus, il y a 20 ans. Non. Mais il y a une chose qui m'a marqué il y a 20 ans, et qui est à peu près au même moment que la création de l'association, c'est un film. Celui d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Qui l'a vu? Alors ce film, basé sur des faits scientifiques déjà il y a 20 ans, décrit avec aujourd'hui on pourrait dire une acuité juste incroyable le monde dans lequel on vit. Des règlements du climat, c'est les sécheresses, les incendies, les méga-feux, les méga-inondations, les méga-cyclones, les guerres. Bienvenue dans notre monde 20 ans après. La hausse des températures, dans ce film, il est clairement expliqué qu'elle est liée à la hausse des émissions carbone. Et la hausse des émissions carbone est clairement expliquée qu'elle est liée à nous. Alors, moi, il y a une vérité qui me dérange. C'est que pendant 20 ans, on a conduit une politique, celle de l'autruche. Pas plus tard que la semaine dernière, la plus grande autruche qu'on a sur la planète, qui trompe énormément, a livré quand même un discours absolument hallucinant à la tribune des Nations Unies. Le dérèglement climatique est la plus grande escroquerie du siècle. Et ce qu'on retiendra de ce discours, c'est que seules les personnes responsables des processus qui ont conduit à l'extinction de masse de l'escalator et du prompteur vont avoir de sérieux problèmes. Eh bien, la vérité qui dérange, c'est qu'en fait, nous tous, on va avoir de sérieux problèmes. Pas uniquement les responsables de l'escalator et du prompteur. Parce qu'on est passé d'un monde relativement stable, où on avait réussi, après la guerre, à bâtir un nouvel ordre mondial, la paix, la prospérité, avec une idée, peut-être un mythe, que la croissance pouvait tout régler, que la croissance pouvait être infinie, dans ce monde qui est pourtant fini, et où un monde où, franchement, je crois que les processus ont tout super optimisé, toutes les chaînes de valeur, la communication, le travail, les modèles économiques, la satisfaction client, les entreprises sont devenues super performantes. Et pour autant, aujourd'hui, on arrive dans un monde, un nouvel ordre, on pourrait plutôt appeler ça un nouveau désordre mondial, un désordre géopolitique, un désordre climatique, un désordre sanitaire, la raréfaction des ressources, des chaînes de valeur complètement éclatées. Et la vérité qui doit nous déranger ce matin, c'est que nous en sommes responsables. Nos entreprises sont responsables. Donc, nos processus sont responsables. Pour autant, dans ces polycrises et dans ce monde VUCA, cette nouvelle complexité sont une formidable opportunité pour nous réinventer. Il y a deux bonnes nouvelles. La première,
c'est que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société. Plus puissant que l'ensemble des citoyens, plus puissant que l'ensemble des États. L'entreprise, on pourrait presque qualifier l'entreprise de méta-processus. Bon, je dis ça parce qu'on est ici, je pense processus, bien sûr. Méta-processus de transformation de la société. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les processus sont le plus puissant levier de transformation de l'entreprise. Alors, France Processus va avoir du boulot pour les 20 prochaines années. Parce qu'il va falloir entreprendre de nouvelles entreprises. Il va falloir entreprendre de nouveaux processus. Je suis entrepreneur. J'ai créé ma boîte il y a 30 ans. J'ai commencé par vendre des matelas par Internet avec Mattelsom. Et puis, il y a 16 ans, je suis parti à New York, aux grandes dames de mes enfants qui pensaient qu'on partait à New York pour relancer la CAMIF. La CAMIF, c'était une coopérative créée en 1947 par des instituteurs qui se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée sur un modèle qui a eu une fin en 2008, le modèle de la vente par correspondance du gros catalogue papier. Moi, j'étais convaincu qu'il y avait dans cette entreprise des valeurs qui étaient fortes et qu'elle méritait de vivre, cette entreprise. Alors, j'ai fait un choix, quitter Paris pour aller nous installer à New York et tout réinventer, avec une promesse simple, le choix de la qualité, du français et du durable. Inutile de vous dire que quand on relance une entreprise qui a fait faillite, il faut tout revoir tout de suite, tout est urgent, il faut tout repenser, et donc il n'y a aucun processus qui marche. Le seul processus qu'on avait, finalement, c'est l'envie d'être ensemble, de faire quelque chose d'unique ensemble, quelque chose de différent, avec une proposition de valeur qu'on ne trouvait pas à l'époque. Misé sur le Made in France en 2009, il n'y avait pas eu encore le ministre qui portait la marinière, ni le slip français, ni rien de tout ça. C'était audacieux, et ça nous plaisait parce qu'il nous semblait qu'il y avait chez un certain nombre de consommateurs cette envie de consommer différemment, de consommer moins peut-être, mais de consommer mieux. Alors, j'ai eu la chance, après quelques années où on a remis sur pied tout ça, de manière assez incroyable, de faire une belle rencontre, celle de deux chercheurs de l'École des Mines de Paris, de la chaire Théorie de l'entreprise, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel. Eux, pendant la crise financière de 2008, ils se sont dit, ce à quoi on assiste en 2008, c'est pas une crise financière, c'est la crise de l'entreprise. Parce qu'à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout et comme seul et unique objectif pour l'entreprise, comme seul et unique enjeu de performance pour l'entreprise, on a été dans le mur. Et on a au fond oublié ce pourquoi l'entreprise existe, ce à quoi elle sert, ce pourquoi elle est utile. Et au fond, ils ont essayé de bâtir un modèle. Ils ont appelé ça la société à objet social étendu. Bon, ce sont des ingénieurs, pas des marketeurs. Au fond, en se disant, il y a deux choses à changer dans l'entreprise. D'abord, il faut remettre le pourquoi l'entreprise existe au cœur de sa table de la loi, de ses statuts. Et il faut réfléchir et prendre le temps de cette réflexion de pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on est ensemble. C'est quoi cette raison d'être ensemble ? Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait, selon eux, changer la gouvernance de l'entreprise, parce que si on laisse les clés toujours, et si on laisse décider toujours ceux qui sont propriétaires de l'entreprise, les actionnaires, eh bien, très souvent, il y a les choix du court terme et de la maximisation du profit sont des choix qui ne sont pas forcément bénéfiques pour l'entreprise sur le temps long. Alors, ce modèle, ils ont cherché à un peu le faire connaître, et puis avec Camif, ils se sont dit, on pourrait faire un peu l'expérimentation de ce modèle. Et moi, ça correspondait à un moment où je venais de lever des fonds auprès d'un fonds à impact, qui me challengeait beaucoup sur l'impact positif qu'on cherchait à avoir. Alors, j'ai fait ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire pas grand-chose, à part réunir des gens, des parties prenantes, pour réfléchir à pourquoi on était ensemble, au fond. Pourquoi Camif existait, à quoi on servait, en quoi on pouvait être utile.
On a commencé par créer un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu. On est créatif à la CAMIF. Et on s'est lancé dans ce processus extrêmement collaboratif parce que ma conviction, c'est que pour répondre à cette question de sens, cette question qui va être centrale dans la motivation des équipes, dans la motivation des parties prenantes, à mettre en commun leur intelligence, leur finance, leur savoir-faire, eh bien, on serait plus fort et plus juste si on était ensemble. Et donc, ça a été 2 ans et demi pour formuler 2 phrases qui sont constitutives de la raison d'être de CAMIF. Non pas que nous ne soyons pas très efficaces, mais parce qu'on a pris le temps d'interroger les clients, les actionnaires, les acteurs du territoire, les collaborateurs, les fournisseurs, avec cette question, au fond, pourquoi on existe, à quoi on sert, qu'est-ce qui serait différent si on n'existait pas, et qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs de notre marché, de l'équipement de la maison, adoptaient les bonnes pratiques de CAMIF. Ça changerait pas mal de choses. Alors, au bout de 2 ans et demi, on était content parce qu'avec beaucoup d'itérations successives, on s'est nourri de tous ces échanges pour formuler notre raison d'être qui tient dans cette phrase « Ensemble, changeons le monde de l'intérieur en créant des produits et des services au bénéfice de l'humain et de la planète pour des espaces où il fait bon vivre. » Avec surtout 3 engagements, parce qu'une raison d'être, c'est bien, mais il faut que ça se traduise après dans le concret, dans l'entreprise. Et le 3e engagement, le premier sur la consommation responsable, le 2e sur le choix du local, et le 3e c'est coopérer pour faire grandir l'économie circulaire. À partir du moment où on inscrit ça dans nos statuts, ça nous oblige. Ça nous oblige à aligner l'ensemble de nos processus, de nos produits, de nos services à notre mission. Et donc, là pareil, on se dit, est-ce que nos 20 000 références du catalogue CAMIF répondent bien à notre raison d'être? Pas si sûr. Et comment on pourrait faire naître davantage l'économie circulaire, qui est pourtant essentielle dans un monde où la ressource est rare, et qui est au cœur de notre mission? Là, pareil, on s'inspire de nos pratiques. Pendant le tour du Made in France qu'on faisait chaque année depuis l'origine, où on allait à la rencontre des fabricants français, on en a 94 qui travaillent avec nous, en invitant nos clients et nos collaborateurs pour visiter les usines. L'après-midi, on travaillait en atelier créatif pour imaginer les produits de demain. Et cette expérience répétée d'ateliers créatifs, d'ateliers collaboratifs, nous a nourris et nous a mis sur la voie, au fond, si on doit revoir toute notre offre, on va le faire de cette manière-là, manière collaborative. Je crois que c'est probablement la première qualité aujourd'hui d'un processus. Si on veut qu'il engage, si on veut qu'il fasse sens, il doit être collaboratif. Alors on crée un camifathon où pendant 3 jours on regroupe des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des experts de l'économie circulaire, des designers, parfois avec lesquels on ne connaissait pas. On avait fait un appel à manifestation d'intérêt. Et on se retrouve pendant 3 jours à brainstormer ensemble. Le sujet était très simple, avec carte blanche pour inventer les nouveaux produits de CAMIF de demain. Mais le principe de l'économie circulaire doit être au cœur. Donc comment on va faire mieux avec moins, comment on va utiliser davantage de composants issus du recyclage. Et on sort, à ma grande surprise, de ces 3 jours, d'abord avec une énergie incroyable. Et ensuite, avec 15 projets, de gens qui se sont assemblés ensemble, qui ne se connaissaient pas 3 jours avant, et qui sont venus pitcher devant CAMIF leur projet. Sachant que notre promesse, c'était qu'on ferait tous les projets qui répondaient au cahier des charges. Alors, certains projets ont vu le jour, d'autres pas. Beaucoup de projets n'ont pas marché. Mais c'est comme ça, on a appris en marchant, puis on a répété l'opération. Mais un projet a retenu mon attention. Il a mis 3 ans avant de sortir. C'est le matelas Timothée. Alors, ce matelas Timothée, je vais vous en parler 2 secondes parce qu'il illustre pour moi assez bien comment on peut réconcilier les enjeux de performance plurielle. Là, autour de la table, on avait un fabricant de matelas, un éco-organisme qui fait la collecte de vieux matelas à recycler, une entreprise qui faisait du recyclage de vieux matelas, et des experts techniques, etc.
Et au fond, ils ont imaginé un produit, un matelas, entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. C'était un vrai un challenge technique, un challenge en termes d'acceptation par le consommateur d'acheter finalement un matelas qui est composé que de vieux matelas, un challenge sanitaire, et au bout de 3 ans, on a réussi à mettre au point ce produit. Et pour nous, il a créé une triple valeur, parce qu'au bout de 3 ans est arrivée la crise Covid. On vous dit peut-être quelque chose, l'inflation sur les matières premières, mais la mousse a totalement flambé. Mais ce matelas a protégé notre valeur économique en préservant nos marges, parce que les matelas recyclés, ils n'ont pas augmenté, et finalement, ce matelas a permis de préserver les marges de l'entreprise et est devenu un best-seller. Et aussi est devenu un exemple pour l'ensemble des chaînes de produits, pour l'ensemble de l'entreprise, de ce qu'on pouvait réaliser quand on était ensemble. Il a créé une valeur sociale, parce que l'économie circulaire, c'est au niveau local, on ne va pas faire de l'économie circulaire à l'autre bout de la planète, donc on a pu mesurer l'impact social de Camif, et l'empreinte sociale, c'est que quand on crée un emploi à New York, c'est 10 emplois en France. Et une empreinte environnementale, bon, là aussi on a mesuré, puisqu'on divise par 2 les émissions de CO2 par rapport à un matelas traditionnel fabriqué en mousse traditionnelle à l'autre bout de la planète. Donc là, on arrive à prouver, et puis ça on l'a répété sur plein d'autres produits, la réconciliation possible entre les enjeux sociaux, environnementaux et économiques et financiers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est clair qu'aujourd'hui, pour se différencier, quand vous êtes un acteur sur Internet qui vendait des produits un peu comme tout le monde qu'on peut retrouver sur toutes les marketplaces, c'est pas simple. Et si vous avez des produits originaux, une proposition de valeur originale, différenciante, co-construite, alors ça peut marcher. On peut aussi s'interroger sur la notion de performance, parce qu'on parle de performance plurielle. C'est quoi la performance au fond ? Est-ce que c'est maximiser le profit à tout prix ? Ou est-ce que c'est durer ? Est-ce que c'est faire en sorte que l'entreprise sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans ? Moi, j'ai plutôt envie de penser que la performance aujourd'hui, ça s'appelle la robustesse. Olivier Hamon fait un très très bon sujet de recherche sur ce sujet-là. Donc, on peut dire que la première qualité, en fait, d'un processus, au fond, c'est de respecter une promesse, ou en tout cas d'avoir une promesse. On peut dire qu'un bon processus, c'est un processus qui tient sa promesse, qui délivre un attendu. Et demain, peut-être qu'on peut s'interroger sur est-ce que le bon processus ne serait pas celui qui délivre de l'inattendu ? Parce qu'il va falloir tout réinventer, donc il va falloir qu'on soit étonnés nous-mêmes. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour nous aligner à notre mission, notamment de défendre la consommation responsable, en 2017, j'avais un comité stratégique avec mes actionnaires et je leur annonce qu'on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday. C'était à peu près leur réaction. Et ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique. Et pour autant, je crois que c'est une des meilleures décisions qu'on ait prises. Et je crois à la puissance du renoncement. Parce que c'est bien d'avoir des processus, mais c'est bien aussi, à un moment donné, de dire ce processus-là, il faut le couper. Parce que, et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre mes actionnaires que c'était une bonne idée, parce qu'évidemment, on avait travaillé pendant 2 ans et demi sur les objectifs de mission, sur les engagements de Camif, sur la consommation responsable. Ils ont passé 2 heures et demie à essayer de me dire, mais oui, mais t'es pas obligé d'aller jusqu'à fermer le site, tu peux très bien ne pas faire de promotion ce jour-là, le boycott du Black Friday, ça peut s'arrêter là. Non. On ne changera pas le monde avec de l'eau tiède, mais avec de l'audace. Et je crois beaucoup, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, à la force du renoncement, parce qu'il est la clé de la transformation. Il libère les énergies pour les mettre sur les choses qui contribuent vraiment positivement à l'entreprise. Et je vous invite à le tester sur tout ce qui vous dérange aujourd'hui dans vos entreprises.
pourquoi on n'arrêterait pas, par exemple, les entretiens annuels. Moi, ça me dérangeait. À un moment, je n'en pouvais plus de mes entretiens annuels. Il y a un très bon processus de RH pour collecter le climat social, les envies de chacun, bon outil de management. A priori, sur le papier, c'est très bien, sauf que quand on passe une semaine à faire des entretiens one-to-one, en face-à-face, dans une salle entre quatre murs, c'est horrible. Qui aime les entretiens annuels? Bon, il n'y a pas beaucoup de mains qui sont levées. Moi, je les aime bien parce qu'on les a transformés en balades le long de la Sèvre. La Sèvre, c'est magnifique. Niort, c'est une des plus belles villes de France. Je crois que c'est un grand écrivain qui disait ça. Et donc, on a transformé l'entretien annuel comme ça. Et au lieu d'être face à face, on a une posture de manager géniale où on est côte à côte. Au lieu d'être statique, assis, on est en marche. Au lieu d'être dans un bureau entre quatre murs, on est dans la nature, avec de l'eau qui coule à côté. Ça a transformé les entretiens annuels. Et quand moi je vois les gens arriver au bureau en basket et ou revenir avec le smile, je me dis, on a réussi quelque chose. On a complètement réinventé ce processus RH qui est nécessaire, mais qui ne fonctionnait plus. Ouais, comme quoi, le processus peut s'inviter partout, même dans une balade le long de la Sèvre. Je crois, en fait, aujourd'hui, vu la vitesse des changements et du désordre, on parle beaucoup de l'adaptation, moi, j'y crois pas. Je crois que l'enjeu, c'est pas de s'adapter, c'est plus que ça. L'enjeu, c'est de se réinventer. Et on peut tous être acteurs de cette réinvention. On a tous un rôle à jouer. Quelle que soit notre place dans l'entreprise, et même en dehors, on a tous un rôle à jouer. Alors moi, j'ai envie de vous inviter, vous allez me dire, il est complètement fou, à faire le pari de l'amour. Parce que si on aime nos enfants, si on aime notre planète, alors utilisons la plus puissante force de transformation qu'on ait entre nos mains, en particulier ici, nos processus.